je suis favorable à la légalisation des drogues douces en particulier, mais même des drogues en général. Je pense que ce serait mieux de savoir ce qu'on prend, ce serait mieux de pouvoir le prendre dans un cadre dans lequel on puisse savoir qu'est-ce qu'on risque, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on prend exactement comme substance. Et j'ai pas l'impression, ni au niveau national, mais encore moins au niveau international, que la pénalisation des drogues ait amené des choses positives, quoi. Quand on voit l'état de l'Amérique latine notamment, et le drame absolu qui a été la pénalisation et l'interdiction, je crois que c'était une politique négative et qu'on devrait en changer, oui. Vous pensez qu'on peut réduire la consommation des drogues par un changement de la loi de 70 Je pense qu'en tout cas, on ne va pas la l'occurrence faire augmenter en légalisant. Elle est tellement haute qu'on ne va pas faire augmenter les gens qui prennent de la cocaïne parce que c'est légal, mais par contre, ils sauront ce qu'ils prennent, on pourra arrêter plus facilement et on pourrait peut-être au moins la rendre moins dramatique et on pourrait aussi quand même soulager des pays qui sont en train de mourir de cette... pas qui sont en train de mourir, qui sont en train d'être totalement détruits par ces politiques de prohibition. Chaque taf, j'espère un jour que ce sera la dernière. Chaque taf, j'espère que c'est la dernière à chaque fois. Inas a 24 ans. Elle témoigne sans filtre dans la chambre d'hôtel que lui paye une association pour la sortir de la rue. Voilà, ça c'est une dose. J'appelle ça le caillou de l'enfer. En fait, ça monte directement au cerveau et l'effet ne dure que quelques secondes. C'est une balle dans la tête directe. Depuis 5 ans, le crack c'est toute sa vie. La jeune fille sur cette photo, c'est elle, avant. Voilà ce que le crack et la méthamphétamine fait. C'est nous qui pensons soit qu'on a des boutons qui n'existent pas ou des bêtes qui sont sur nous, vous comprenez? Et on peut aller jusqu'à s'arracher la peau, se triturer la peau, enfin c'est très violent. Donc tout ça, c'est des cicatrices que vous vous êtes fait vous-même? Ouais. Inas peut fumer jusqu'à 15 galettes de crack par jour. Une dépendance qui ne provoque pas d'overdose, mais qui la détruit lentement. Elle a découvert la drogue à 17 ans, d'abord le cannabis, ensuite l'héroïne, puis la cocaïne, avant de tomber dans le crack. Cette drogue a remplacé toutes les autres dès la première dose. Imagine-toi le meilleur orgasme de ta vie, fois 100. Et après, t'essayes de rechercher ça continuellement et t'augmentes les doses. Et t'augmentes les doses, tu tiens accro. Inas va peu à peu devenir l'une de ces silhouettes en déshérence que l'on croise dans le nord-est de la capitale. Ces toxicomanes qui exaspèrent les riverains et dont les pouvoirs publics ne savent pas quoi faire. Pourquoi, depuis près de 40 ans, aucune solution n'a été trouvée contre cette drogue qui annihile tout, car elle est l'une des plus addictives au monde. À seulement 18 ans, Inas commence à fréquenter ce bidonville. À cette époque, elle vit encore chez ses parents à Paris. Mais en quelques mois seulement, le crack va tout détruire. Elle arrête ses études de psychologie et ses petits boulots. Pour payer ses doses, Inas vole ses proches. Au début des petites sommes, mais sa consommation augmente. Et l'envie de fumer devient sa seule obsession, lui faisant perdre totalement pied. Mon papa, qui travaillait dans le bâtiment, qui a une petite société, j'ai fait un chèque qui est supérieur au montant de son chiffre d'affaires. Il a tout perdu. Et le point d'or qui a fait qu'il m'a mis dehors, c'est quand un jour un de ses amis a dit que j'ai vu ta fille sur le trottoir. Et là, mon père a dit que non. Pour lui, c'était trop. À peine 20 ans, Inas se retrouve à la rue. C'est le début de la descente aux enfers. Directement, j'étais à la colline. Pendant peut-être 2 ans, j'ai rien... Je connaissais plus le monde à part la colline. On dort là-bas, on mange là-bas, enfin, vous voyez. J'ai eu de la chance
d'avoir toujours évité les situations, mais j'ai des collègues féminines qui se sont retrouvées parfois victimes de viols en réunion, de choses assez terribles. Et ça arrive souvent? Pardon? Non. Ça arrive à la colline. Très souvent, ça arrive. On a eu plusieurs personnes qui sont décédées. Nous retrouvons Inas, la consommatrice de 24 ans, qui nous sert de guide. Très romantique. Ici, c'est vraiment dans le ghetto assez ouvert. Et je travaille. Je veux du crack, je veux du shit, je veux du valium. Je sais pas, tout ce que tu veux ici, tu peux. Non, je vais chez mon gars. Tout autour de nous, un lieu de deal qui fonctionne en toute impunité. Les vendeurs sont partout. Mais Inas se dirige vers son modou habituel. Quelques bâches sont tendues. La transaction aura lieu à l'abri des regards. À l'intérieur, 2 hommes, l'air hagard. Des clients sans doute. Le dealer sort plusieurs cailloux de sa poche. Ah ben ça, moi, donne-moi ça le crédit et ça, je veux ça. Si je te rends ça. C'est bon? Inas en prend un et le cache directement dans sa bouche. La transaction a duré moins d'1 minute. Basal, t'as traversé toute la mer pour venir vendre du caillou. Tu viens d'où? Hein? Tu viens d'où? Lui, il est guinéen. Ouais, Gambie. Gambie? Gambie, je crois qu'il est guinéen. T'as traversé la mer pour venir vendre du caillou. Tu mérites mieux que ça. C'est un mec intelligent, alors. Lui n'en dira pas plus. Mais Inas a très bien connu un autre modou. Elle accepte de nous raconter son histoire. Il s'agit d'Habib, un Sénégalais, arrivé à Paris en 2017. On lui fait un visa tourisme, on lui promet un travail. Il arrive en France. Il arrive par la gare Saint-Lazare. Son demi-frère, qui est le grossiste, je ne dirai pas son nom, mais il se reconnaîtra, donne rendez-vous. Il lui dit, voilà, tu veux aller vendre du crack Saint-Lazare. Il m'a dit le premier jour, quand j'ai su que j'allais vendre ça, je connaissais pas c'est quoi crack. Moi, je connais la bœuf, la cocaïne. Quand j'ai vu les consommateurs, ils laissent dans le métro la première fois, j'ai voulu jeter le pochon. Il a dit, il a jeté le pochon, il s'est fait défoncer. Et voilà. Eux-mêmes, ils sont dans un trafic qui est géré. Ils sont victimes. Tous les modous viennent du même village, du même quartier. Ils sont victimes d'un trafic. Inas le rencontre en lui achetant du crack. Ils vont tomber amoureux et rapidement elle attend un bébé. Pourtant, Inas continue de se droguer. Crack et méthadone, un substitut à l'héroïne. Habib va l'aider à s'en sortir. Je peux pas me laisser dehors, enceinte. Donc tous les jours, il me paye l'hôtel. Lui, il faisait en sorte que j'arrête de fumer. À mes rendez-vous d'hôpitaux, Habib est toujours là. J'accouche, 2018. Mon enfant est en manque. J'ai fait... En manque de quoi? En manque de morphine, morphinique, parce que je prenais de la méthadone. Parce que quand tu tombes enceinte, il faut absolument pas se soigner de la méthadone, c'est trop dangereux. Il faut arrêter avant. L'aide sociale à l'enfance place leur fille dès sa naissance dans une famille d'accueil. Le couple finit par se séparer. Inas se retrouve une nouvelle fois à la rue. Habib, lui, continue de vendre du crack jusqu'à sa mort en août dernier. Alors ça s'est passé entre Port d'Aubervilliers et Colette Besson. Un toxico, apparemment mal servi, histoire, nana, 2 coups de machette. Il se retrouve à terre, hurlements. Moi, j'étais pas là, tout le monde m'a raconté. Tout ça, on me l'a raconté. Il y avait le crâne ouvert en 2 presque. Il s'est pris 2 coups de machette là. C'était quel jour ça? 14 août, 14 heures. 15 août, il est transféré à l'hôpital. Le 30 août, il est déclaré mort. Et il est transféré à l'institut médico-légal. Le 23 septembre, il y a la levée du corps. Habib est enterré au Sénégal, dans sa ville natale de Louga. Depuis, d'autres modous l'ont remplacé. C'est celui que commence à emprunter Inas. C'est mon quartier d'enfance. Rue des Orchidées.
ma rue, c'est là où j'ai grandi. Et comme un début de rédemption, elle tient à nous amener dans les rues de son enfance, loin du crack. C'est ici où je faisais du vélo les dimanches. C'est là ma résidence. J'ai grandi ici. Moi, c'était ce bâtiment. Alors, on était au, regarde, 7e. Dernier étage. Du 7e ciel, j'ai fait la descente aux enfers. Pourquoi t'as voulu revenir ici? C'est important. Comme un pèlerinage. J'en avais besoin. Pourquoi t'en as besoin? Pour me rappeler d'où je viens, qui je suis. Et ça peut me permettre d'en sortir. Ça fait 4 ans. Ça peut me permettre de m'en sortir. Et de me remémorer le soir avant de dormir des souvenirs. Pourquoi pas? C'est quoi ici? C'est des souvenirs heureux? Tellement. Tellement. Un bonheur qu'elle aspire à retrouver. Grâce au plan crack, elle est logée et bénéficie d'un suivi psychologique. Mais malgré ses résolutions, l'appel de la drogue reste le plus fort. Quelques jours après ce tournage, Inas a disparu. Est-elle partie loin de Paris et des Moudou comme elle le souhaitait? Ou est-elle retournée sur la scène de crack? Allô, allô, allô? Ton micro? Ouais, t'avais oublié. Ah ouais. Non, j'avais pas oublié. Si t'avais oublié. À l'heure où nous terminons ce reportage, nous n'avons plus de nouvelles.